Donc la thématique de la causerie que j'avais posée au départ, c'était, la thématique, de l'attachement, du couple, de l'alliance. Pourquoi j'ai posé cette thématique-là? Parce que, on est dans un mois 11-2 et que, ce mois 11, il nous parle, certes, de reliance à plus grand que nous. Il nous parle, comme je viens de l'expliquer un peu pour cette nouvelle lune, d'être à l'écoute de messages qui viennent de plus haut et qui peuvent nous traverser. Il nous parle du besoin, de faire la paix à l'intérieur de soi, du besoin d'harmoniser intérieurement ou de nourrir une alliance sacrée entre notre féminin, notre masculin intérieur. Donc, de cette alliance intérieure et de cette alliance avec le divin en nous. Mais, à mon sens, pour pouvoir pleinement et sereinement nourrir cette alliance, eh bien, c'est important d'abord d'être dans une forme de sécurité intérieure qui permette justement de pouvoir s'ouvrir à plus grand. Et donc, dans la vibration du 2 en numérologie, j'y reviendrai, il y a à mon sens toute la dimension de l'attachement. Donc, l'attachement, c'est quoi? L'attachement, c'est le fondement d'un développement psychique sécure, sain et serein, qui permet derrière un détachement tout aussi sécure, sain et serein. Et là, avec la vibration de cette nouvelle lune Scorpion qui nous invite à justement à nous délester, à nous détacher, à nous dépouiller, à accepter de nous abandonner et d'abandonner certains domaines de nous-mêmes ou de notre vie, ben, je dirais que l'attachement sécure, pour pouvoir accueillir le détachement sécure, il est d'autant plus important. Donc, c'est quoi l'attachement en tant que tel? L'attachement, c'est, un lien. C'est un lien qui sécurise et qui répare ce que Boris Cyrulnik, il appelle l'état de détresse ontologique lié à la naissance. Parce que la naissance, c'est, un moment où il y a une perte, d'un état d'osmose, de la gestation, quel que soit le contexte dans lequel la gestation se soit déroulée et même si l'osmose, elle est pas toujours si agréable que ça. Mais en tous les cas, il y a la perte, d'un espace plus ou moins sécurisé où, le bébé, là, il devient dépendant de son environnement. À la fois, il devient indépendant sur le plan physiologique, mais il devient dépendant de son environnement. Et donc l'attachement, le lien d'attachement, cet élan de l'autre, cette première figure qui va s'occuper de moi tout petit et de moi vers l'autre, et ben l'attachement, il va se constituer, pardon, d'un lien et il va être vraiment basé sur ce besoin de sécurité. Et c'est ce qui va permettre au nourrisson de survivre. C'est ce lien d'attachement. Et le lien d'attachement, il est à distinguer justement il n'est pas synonyme d'amour ou d'affection, parce que l'amour ou l'affection se construisent après. Mais le premier, vraiment ce qui va fonder la sécurité au départ, ça va être ce lien d'attachement qui permet, alors on va prendre la figure de la mère dans la plupart des cas, à la mère de ne pas abandonner son nouveau-né à la naissance. Il y a ce lien d'attachement. D'ailleurs, il y a tout un bon, je digresse un peu, mais il y a toute une recherche autour du microchimérisme et de ce qu'on appelle les cellules. Alors c'est une journaliste scientifique qui s'appelle Lise Barnéou qui a fait tout un travail de recherche incroyable et qui a écrit un bouquin qui s'appelle «Des cellules buissonnières» là-dessus et en fait qui démontre comment les cellules circulent, par le biais du placenta entre, l'organisme d'une femme enceinte et l'organisme de son fœtus. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un champ incroyable et passionnant, mais ce qu'elle démontre, c'est que les cellules du fœtus, ils vont se loger, à la fois ils vont notamment les cellules du fœtus vont notamment se loger au niveau des canaux lactifères chez la mère pour stimuler la lactation, une fois l'enfant né, donc pour assurer le fait que l'enfant puisse manger et à la fois au niveau du cerveau, ces cellules vont aller se loger pour, stimuler le lien d'attachement, pour faire en sorte, que la mère n'abandonne pas l'enfant et donc là, c'est là où on se dit quand même qu'il y a une magie du vivant qui est assez incroyable. Parenthèse refermée. Il y a un livre très intéressant un autre, de Boris Cyrulnik, c'est son dernier ouvrage qui s'appelle, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle «Quand on tombe amoureux, on se relève attaché». Et donc, c'est aussi pour ça que je voulais parler d'attachement, c'est qu'en fait, l'attachement est vraiment au fondement
de la manière dont on va se connecter aux autres et de notre manière de percevoir le monde et de la manière dont on va pouvoir entrer en relation avec l'autre. Les liens d'attachement, ils vont se former dès les premiers moments de la vie, mais ça va être un processus qui va être évolutif et interactif, selon l'autre que l'on rencontre et selon l'environnement dans lequel on se trouve. Même si on a eu, un lien d'attachement pas forcément sécure au début de notre vie, eh bien, il y a Cyrulnik qui démontre aussi la plasticité cérébrale et il montre en fait la plasticité neuronale, pardon, et il montre que le cerveau évolue et est capable en fait de se sécuriser au fil du temps. Voilà, donc on n'est pas c'est pas parce qu'on n'a pas eu un attachement sécure au départ qu'on doit être insécure toute notre vie. C'est évolutif et je dirais que physiologiquement, cérébralement, neurologiquement, c'est évolutif également et à tout âge, pas que quand on est jeune, y compris pour des personnes très avancées en âge. Voilà. Donc, liens d'attachement fondamentaux parce que c'est ce qui va conditionner la manière dont on entre en relation avec l'autre, au départ. C'est ce qui va façonner nos, schémas relationnels et donc c'est là l'objet de l'ouvrage de Cyrulnik: «Quand on tombe amoureux, on se relève attaché». Voilà. Les liens d'attachement, ils sont essentiels pour notre développement psycho-émotionnel, pour notre développement cognitif, pour notre développement relationnel, je l'ai dit. Donc ça il y a les figures d'attachement vont avoir un rôle crucial dans nos vies et dans justement cette sécurisation affective de base et la première de nos figures d'attachement, c'est la mère. Même si c'est pas toujours celle qui va nourrir notre attachement, sécure pour diverses raisons. La mère parfois n'est pas en capacité. Donc, heureusement, il y a des figures secondaires. Et les figures secondaires, ben, ça va être le père, les frères et sœurs, ça peut être une nourrice, ça peut être une famille d'accueil, ça peut être des travailleurs sociaux, ça peut être tous les métiers de la petite enfance, ça peut être pourquoi pas des enseignants. Toutes ces personnes ces adultes qui vont graviter autour de nous dès notre prime enfance et qui vont nourrir cet attachement. Voilà, donc c'est un processus, l'attachement, qui est inconscient, mais qui est fondamental et qui va se tisser au quotidien. Et on s'aperçoit notamment de son importance que quand il manque ou quand il est insécure, justement, ce processus d'attachement. Pas de souci, Catherine, si tu dois partir, il n'y a pas de problème. Voilà, donc Cyrulnik, il montre qu'il y a quand même 30 des enfants dans le monde qui, sont en carence affective, qui ne vivent pas un attachement sécure. Il montre aussi, Boris Cyrulnik, que l'absence de lien d'attachement, ça amène au repli sur soi avec des risques de mort psychique. Donc quand il y a pas de lien d'attachement du tout, c'est, extrêmement dangereux pour, l'état psychique d'une personne. L'attachement sécure, je l'ai dit, ça permet un détachement sécure et on va dire qu'il y a plusieurs modèles d'attachement. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il y en a 2 notamment qui peuvent impacter notre manière d'entrer en relation. Ça peut être le mode d'attachement plutôt évitant. Les personnes qui vont être, de type évitante, c'est des personnes qui peuvent avoir peur de la relation, qui peuvent avoir la sensation d'étouffer lorsqu'elles sont en relation. Des personnes qui peuvent se mettre en retrait, être très indépendantes, avoir du mal à s'ouvrir à l'autre, avoir du mal à communiquer, des personnes qui sont dans une forme de froideur émotionnelle, qui sont peu connectées à leurs propres émotions, qui peuvent être mal à l'aise dans l'intimité. Ça peut aussi donner, Cyrulnik dit que ça peut aussi donner, qu'on peut aussi voir ces modes d'attachement évitants chez des personnalités passives-agressives. Et donc, c'est des personnes qui vont avoir besoin d'être, Cyrulnik il dit réchauffées. Réchauffées parce que, il y a une forme de froideur émotionnelle. Et là, ça va être des personnes qui ont pu vivre dans leur enfance, soit une forme de rejet de la part de leur mère, se sentir en grande vulnérabilité émotionnelle ou qui peuvent ne pas avoir eu confiance dans les réponses apportées par leur maman. Souvent, des personnes qui vont être évitantes, ça va être des personnes qui ont eu une relation difficile à leur maman. L'autre profil qu'on connaît aussi, ça va être le profil de ce qu'on appelle l'anxieux ambivalent et là, la problématique, c'est pas tant la difficulté à entrer en relation, c'est la peur de l'abandon. La peur de l'abandon, l'angoisse de la séparation, l'angoisse pour explorer le monde, ça peut donner donc des adultes qui vont être plutôt anxieux, qui vont avoir
donc être dans la dépendance affective, qui vont douter de l'amour de l'autre, qui vont se sentir facilement rejetées, qui vont avoir besoin d'être rassurées. C'est des personnes qui peuvent avoir une faible estime d'elles-mêmes et malheureusement, ça peut être des personnes qui sont en proie aux relations toxiques. Ça va être des personnes qui vont être un peu, dans le fait d'agir ou de réagir en fonction des attentes de l'autre, pour être aimé, pour faire plaisir. Donc là, ça va être des personnes qui ont plutôt besoin d'être rassurées. Et là, c'est des personnes qui ont pu avoir des mères, hem, démunies ou qui ont pu sentir leur mère démunie face à la détresse de leur enfant. Voilà, des mamans qui ne savaient pas forcément comment répondre parce que c'est pas facile d'être une maman, et de toujours savoir comment accompagner et répondre. Voilà. Donc, ces modes d'attachement vont déterminer la manière dont on fait couple. C'est ce que je disais. Notamment, jusqu'à ce que c'est toujours pareil, jusqu'à ce qu'on ait conscience de nos modes de fonctionnement, évidemment. Et, et là, il y a un autre ouvrage qui est très intéressant, je ne sais pas si vous le connaissez, de Daniel Flamenbaum, qui s'appelle Femme désirée, femme désirante. Et c'est Daniel Flamenbaum, c'est à l'origine, c'est une gynécologue, mais qui, a pas mal flirté avec la psychanalyse et qui a fait tout un ensemble de recherches aussi en transgénérationnel. Et elle démontre en fait que dans sa première relation amoureuse, une femme, elle va pas chercher son père, elle va chercher la relation à sa mère. Elle va chercher à retrouver, voilà, à ramener la chaleur de la relation au maternel. Donc, c'est important, à mon sens, d'être au clair sur son mode d'attachement pour pouvoir mieux saisir les dynamiques relationnelles que l'on traverse, notamment quand la dynamique relationnelle, c'est une problématique dans notre vie. Tout en ayant bien en tête que c'est un processus évolutif et interactif qui dépend de l'environnement de la personne, je l'ai déjà dit, et que même si au départ on est insécure et qu'on peut avoir une tendance au départ, je dirais par exemple dépendante affective, eh bien, ou évitante, eh bien, ça ne veut pas dire que toute notre vie on va être dépendante ou évitante. Que voilà, on peut se rassurer ou se réchauffer d'une manière ou d'une autre pour pouvoir derrière, se sentir suffisamment en sécurité intérieure pour pouvoir rencontrer l'autre dans la sérénité. Voilà. Donc comment est-ce que, on va avoir, des je dirais, comment est-ce que l'astrologie et la numérologie peuvent venir nous donner des pistes ici de compréhension de ces modes d'attachement? Donc, comme, quand je fais ce type de présentation-là, il y a 2. Moi je prends un élément en astrologie, un élément en numérologie qui peuvent nous donner des indications, même s'il y en a plein d'autres parce que, ce serait trop complexe d'aller, faire, toute une, étude approfondie. Mais en numérologie, moi, j'aime bien regarder la vibration du 2. Comment est-ce que la vibration 2, hem, habite mon thème de naissance? Parce que la vibration du 2, bah, la vibration du 2, ça nous parle du lien à la mère, ça nous parle de nourriture affective, ça nous parle de besoins profonds, d'émotionnels, de comment je m'accueille et comment je réponds à mes émotions, comment je peux devenir une bonne maman pour moi. Donc là, à mon sens, la vibration du 2, elle peut nous informer sur justement ce mode d'attachement. En plus, la vibration du 2, elle nous parle aussi de comment j'entre en relation avec l'autre, comment je fais alliance, comment je fais couple. Hem, donc quand une personne a un prénom qui vibre 2, quand elle naît un jour qui vibre 2, donc par exemple un jour 2, un jour 11, un jour 20, éventuellement un jour 29, ou quand une personne naît au mois de février ou au mois de novembre, ou quand l'addition entre le jour et le mois de naissance de la personne, ça donne du 2. Ou pourquoi pas quand la mission d'âme de la personne, donc l'addition entre son jour, son mois et son année de naissance, ça donne du 2. Bah, moi, ça peut m'inviter à aller questionner les liens d'attachement primaires de la personne. Et donc après, eh ben, je vais aller regarder, en fonction de l'histoire que la personne me raconte, dans son champ d'expérience. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail ni faire un cours sur le champ d'expérience, mais je vous invite à regarder vous en reprenant tous vos prénoms de naissance et votre nom de famille, à compter le nombre de lettres
qui va vibrer 2, donc c'est-à-dire à compter le nombre de B, le nombre de K et le nombre de T que vous avez dans votre identité. Donc tous vos prénoms et votre nom de famille de naissance. Le nombre de B, le nombre de K et le nombre de T. Vous additionnez tous ces nombres, puis si ça fait plus que 9, ben après vous réduisez. C'est-à-dire que si vous trouvez 12 lettres, et ben, si vous avez 12 B, T et K dans votre identité, et ben, vous faites après 1 plus 2, puis ça fait 3. Donc ça veut dire que vous avez du 3 en maison 2. Et donc là, ça va nous donner des informations. Donc là, ça peut être intéressant de regarder, par exemple, si j'ai du 1 en maison 2, alors je vous donne une piste à chaque fois, mais il y en a une multitude. Donc c'est pas du tout exhaustif ce que je vais vous dire. Mais c'est vraiment juste pour éveiller des petites pistes. Si j'ai du 1 en maison 2, si j'ai qu'une seule lettre, B, T ou K dans mon identité, ça pourrait indiquer peut-être que à l'origine, ma maman s'est sentie seule ou a dû assumer seule plusieurs rôles. Ça pourrait parler d'une maman solo, pourquoi pas. Ou que maman est passée en premier dans la relation qu'elle a entretenue avec moi. Donc que moi, j'avais pas beaucoup de place pour accueillir mon émotionnel, par exemple. Voilà, ça pourrait dire ça. Évidemment, en numérologie comme en astrologie, on ne peut pas mettre les gens dans des. C'est pas des cases. Donc on ne peut pas dire si j'ai du 1 en 2, ça veut dire que j'ai un attachement évitant ou un attachement anxieux ambivalent. C'est pas ça. Mais c'est d'aller questionner qu'est-ce qui peut m'amener à avoir développé un mode d'attachement évitant ou un mode d'attachement anxieux ambivalent. Donc avec du 1, ça pourrait amener, voilà, ces pistes-là. Je vais les décrire uniquement dans ce qui peut avoir été problématique. Du 1, ça pourrait, dans l'évolutif, ça pourrait être une maman qui a soutenu, l'affirmation de moi, qui a été, qui m'a beaucoup mise en avant, qui m'a montré le chemin, voilà, ça pourrait être quelque chose comme ça pour, dans la lumière, hein. Qui a été un repère, qui m'a encouragée à l'audace, qui m'a encouragée à oser être moi-même, enfin voilà. Quand on a du 2 en maison 2, bah là, ça peut venir nous questionner sur, le type de relation que j'ai entretenu, que la personne a entretenu avec sa maman. Donc est-ce qu'il y a eu une forme de fusion et peut-être de confusion qui, pourrait amener une difficulté au détachement peut-être? Donc voilà, donc là, on peut se questionner sur un relationnel où il y a eu de la fusion peut-être. Et moi, j'irais me questionner sur l'état du couple parental aussi, justement. S'il y a eu fusion, ben, qu'est-ce qui s'est joué dans le couple parental? Mais c'est autre chose. Avec du 3 en maison 2, bah, on pourrait se questionner sur, quel type de communication, j'ai entretenu avec ma mère et donc est-ce qu'il y a eu une forme de valorisation ou de dévalorisation? Hem Avec du 4, moi, ce que ça vient m'indiquer, c'est qu'il y a possibilité là, il y a possiblement des loyautés transgénérationnelles et dans ces loyautés transgénérationnelles, il peut y avoir une forme d'insécurité affective qui se transmet. Avec le 3, juste avant, je parlais de valorisation, dévalorisation et ça pouvait amener peut-être un besoin d'être reconnu, de se sentir reconnu parce que je ne me sens pas valorisée, je ne me suis pas sentie valorisée. Avec le 4, on est dans une forme de loyauté, d'insécurité du féminin, d'insécurité des mères, voilà, d'insécurité dans la relation mère-enfant. Il peut y avoir une problématique territoriale avec du 4 en 2 aussi, hein. Qui est-ce qui joue le rôle de la mère et quelle place a la mère pour être une mère? Avec du 5, on pourrait se dire que, c'est peut-être que maman, c'était une femme soit très libre, soit, d'ailleurs ça peut être pas que du soit, ça peut être du et. Une femme du coup, qui était peut-être pas très disponible ou un coup elle était là, un coup elle l'était pas, donc ça pouvait être quelqu'un d'un peu volatile ou girouette ou, peut-être pas toujours, comment dire? On ne pouvait pas toujours anticiper en fait ce qu'elle allait elle pouvait être surprenante, elle pouvait être inattendue dans ses réactions peut-être. Avec du 6, bah, là, on peut se dire que c'est soit une maman qui a été, très enfin, on peut se dire que ça a été une maman très dévouée, un peu une maman de type sacrificielle ou qui a pu être une maman aussi un peu ingérante, pour lesquelles la limite entre, hem, la limite est pas très claire en fait entre, moi et l'autre. Il peut y avoir des problématiques d'estime de soi justement ici dans le lien à la mère ou même de la mère envers elle-même.
Avec la vibration du 7 en 2, toujours dans la maison 2, il peut y avoir, des secrets autour de la relation à la mère. Il peut y avoir du rejet parce que je ne conviens pas. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais ça peut être, par exemple, j'étais attendue garçon et j'arrive fille. Donc je conviens pas dans ce que je suis. Il peut y avoir, pourquoi pas, des problématiques psychiques avec du 7, ou des problématiques de salissure, des choses pas claires, des choses floues. Avec du 8, bah, ça peut être, des formes d'emprise, de violence, de la colère, du maternel ou voilà. Et puis, toujours dans le négatif évidemment, c'est très évolutif et avec du 8, je peux avoir un modèle aussi, de mère qui est, une maman phénix, hein, une maman qui m'a montré comment me transformer, comment me métamorphoser, comment générer de l'abondance dans ma vie. Enfin ça peut là je viens juste amener les dimensions plutôt involutives des nombres au cas où ça résonne pour vous et que vous vous reconnaissiez ou vous reconnaissiez des gens de votre entourage qui puissent être dans des schémas relationnels insécures, de type évitant ou anxieux ambivalent. Mais encore une fois, hein, les nombres sont totalement évolutifs et chacune des vibrations que je viens d'énoncer, elle peut aussi se vivre dans la pleine lumière et être porteuse et nourrissante et être un trésor, hein. Le 7, ça peut être une maman très éveillée, qui m'a éveillée spirituellement, qui m'a nourrie intellectuellement, enfin voilà, qui m'a amené à voir clair, à développer le sens du discernement, enfin voilà, hein, on a vraiment les différentes dimensions. Là, je vous disais encore, je ne suis pas du tout exhaustive. Et avec du 9 en maison 2, bah là, on pourrait avoir, une maman, qui est encore une fois très éclairée, hyper consciente, mais on pourrait aussi vivre une forme de rejet de la part de la mère, de rejet maternel. Ou une maman, en exil, alors au sens symbolique du terme, mais du coup, ça pourrait être une maman, peut-être un peu absente qui fait passer le monde avant moi, par exemple. Et si on n'a aucune lettre B, T ou K dans son identité, on aura ce qu'on appelle une maison ouverte ou un 0 en 2. Et donc la maison ouverte, et ben là, elle vient, alors elle vient nous parler du besoin de façonner nous-mêmes notre propre manière d'être en couple, et avant d'être en couple, d'accueillir notre émotionnel, d'y répondre, d'être cette bonne maman pour nous. Et il peut y avoir une tendance, quand on a une maison ouverte, à d'abord reproduire des schémas qu'on connaît. Donc ça peut être une tendance notamment à aller, je ne sais pas moi, reproduire des, schémas de fusion relationnelle ou de dépendance relationnelle, mais tout en ne s'épanouissant pas dans ce type de schéma. Donc en fait, progressivement, on va cheminer pour développer notre propre manière, de nous sécuriser émotionnellement, affectivement et d'entrer en relation. Et j'ai, ma collègue et amie, de cœur, Nathalie Rousselet, j'aimais bien la manière dont elle présentait les maisons ouvertes. Elle disait que, pour elle, quand, sur un plan transgénérationnel, quand il y a une maison ouverte, c'est, un appel à faire un grand reset sur un plan transgénérationnel. C'est comme si, l'âme a choisi cette famille pour décider, en fait, de faire un reset là, du coup, ce serait du schéma de sécurisation affective ou de la manière d'être mère ou de vivre son féminin et de repartir à zéro, donc de réinventer un nouveau modèle. Voilà, pour les vibrations du 2 en numérologie. Et de manière analogue, en astrologie, alors je vais un peu rapidement, mais vous réécouterez si ça vous intéresse, voilà, de reprendre, chaque, élément et de creuser. Là, encore une fois, dans les causeries, c'est des pistes, hein, des petites, voilà, des petites graines, heu, que je vous partage comme ça. En astrologie, bah, c'est la lune et là, on est dans une période de nouvelle lune, donc c'est intéressant. Parce que la lune, ça va nous parler justement de sécurité affective, de sécurité de base. La lune, c'est le luminaire qui, vient nous parler des représentations qu'on a pu avoir de notre propre mère, des premiers mois de notre vie justement. Donc là, l'invitation, ce serait de regarder déjà dans quel signe se situe votre lune. Et déjà, c'est déjà énorme de regarder dans quel signe se situe votre lune. Donc vous pouvez aller sur des sites en ligne, genre Astrothème, où vous pouvez calculer votre carte du ciel et regarder dans quel signe se situe votre lune. Puis après, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez même regarder, donc dans quelle maison à la limite, si vous êtes à l'aise avec l'astrologie, mais avant même la maison, vous pouvez regarder si votre lune, elle est reliée avec d'autres planètes
par des aspects bleus ou des aspects rouges. Donc les aspects bleus, on va se dire que c'est plutôt harmonieux à la base et les aspects rouges, eh ben, il y a un petit enjeu, un petit challenge évolutif. Donc c'est ce qui peut nous amener à évoluer. Voilà. Donc ceci dit, j'ai vu des thèmes avec des lunes aspectées harmonieusement et quand même des problématiques d'attachement derrière. Donc c'est pas aussi, net que ça. Il faut toujours aller, creuser. C'est toujours l'histoire de la personne qui prime avant tout, hein, et qui vient donner, le sens de l'interprétation. Donc là, si je prends un petit peu les différents types de lunes, encore une fois de façon très, très, très brève. Une lune en bélier, ça pourrait nous parler d'une maman qui pourrait être en colère. Ou d'une maman ou qui pourrait porter de la colère ou d'une maman explosive. Ça pourrait parler aussi, une lune bélier, d'un détachement précoce avec la maman, donc qui a pu derrière, affecter la sécurité de base et l'attachement de base. J'ai notamment en tête le thème d'une personne qui a perdu sa maman dont la maman est décédée très précocement, tandis que la personne avait 2 ans et demi, 3 ans. Donc et là, il y a effectivement des problématiques d'attachement insécure à la base. Mais bon, ça ne veut pas dire que toutes les personnes béliers ont des problématiques d'attachement insécure, attention. Voilà, ça pourrait être des pistes encore une fois si ça résonne pour vous. Si on reste dans les signes de feu, si vous avez une lune en lion, le lion, c'est plutôt un signe, qui peut être un peu le pédagogue, l'éducateur, le créatif, mais en même temps, il peut y avoir aussi, un côté, un peu, hem, exigeant ou autoritaire. Donc on pourrait se dire qu'avec une lune lion, bah, je sais pas, ça pourrait être une personne qui, hem soit a été nourrie par, beaucoup de chaleur maternelle, soit, peut-être a dû répondre à des exigences, à une forme d'autorité et ça pourrait être une personne qui aurait besoin de beaucoup de reconnaissance, qui aurait peut-être pas forcément confiance en elle. Parce que des fois quand les parents, ils font tout pour nous, bah, on peut penser dans notre construction, bah, qu'on n'est pas capable d'eux. Donc, là, il pourrait y avoir des problématiques de confiance en soi, par exemple. Hem Avec une lune sagittaire, ça pourrait être, une maman, éprise de liberté, hem, ou une maman, sur un chemin d'élévation, donc dont l'enfant n'est pas forcément la priorité. Ou une maman qui pourrait être perçue comme une maman qui pourrait être dans la fuite ou une maman dans l'excès. Parce que la vibration sagittaire associée à la planète Jupiter, il peut y avoir du trop, de l'excès de. Donc voilà. Il pourrait y avoir aussi une dimension de jugement, jugement de valeur. On a parlé de moralité avec Jupiter tout à l'heure quand on parlait de la nouvelle lune, donc ça pourrait être quelque chose de cet ordre-là. Si on passe aux signes, de terre, donc les signes de terre, si on a une lune taureau, donc là, la vibration du taureau, elle cherche à se sécuriser. C'est le point central, c'est la sécurité affective. Donc il pourrait y avoir tout autant avec une lune taureau, un attachement très sécure comme une grande insécurité intérieure et une forme de dépendance à l'autre et de dépendance justement affective à l'autre. Des problématiques territoriales aussi avec la vibration taureau, hein. Avec la vibration capricorne, le capricorne, c'est plutôt un signe, froid, un signe d'hiver, un signe assez intériorisé. Donc là, on pourrait se dire qu'il pourrait y avoir avec une maman capricorne, ça peut être une maman qui a assuré toute la, logistique maternelle, mais émotionnellement qui pouvait être un peu froide. Il pouvait y avoir un peu de froideur maternelle. C'est une maman qui gérait, mais pas forcément une maman, nourricière. Voilà, plus une maman, éducatrice qu'une maman nourricière. Là, typiquement avec le Capricorne, ça pourrait donner, des tempéraments de type un peu fuyant dans le relationnel. Avec la vibration Vierge, une lune Vierge, ça pourrait être, une maman qui a été beaucoup dans le contrôle ou dans l'hyper-contrôle ou une maman anxieuse, une maman qui a beaucoup mentalisé et donc derrière, ben, voilà, ça peut, là, bah, ça pourrait générer effectivement, heu, comme il y a cette vibration d'hyper-contrôle aussi, une forme d'attachement un peu plus fuyant, mais bon, encore une fois avec des pincettes.
Si on regarde les signes d'air, là, les signes d'air, on est plus dans une mentalisation de l'affectif. Donc avec la vibration Gémeaux, bah, la vibration Gémeaux, elle est un peu, volatile, un peu double, un peu changeante. Donc un peu comme dans la vibration 5 tout à l'heure, ça pourrait être, là encore une fois, ça ne veut pas dire que les mamans ont été comme ça veut dire que la manière dont on s'est représenté nos mamans pouvait être de cet ordre-là et que du coup la sécurité affective, la structure de base de la sécurité affective, elle peut être fondée sur ce type d'énergie-là. Donc avec du Gémeaux, on peut être dans de la girouette, dans du volatile, dans du changeant, dans de l'inconséquent, on ne peut pas compter sur. Donc il peut y avoir une forme d'insécurité à cet endroit-là, de nervosité, hein. Les signes d'air, on peut être dans de la nervosité. Les signes de terre, plus dans l'anxiété et les signes d'air, plus dans de la nervosité. Hem Avec, la vibration Verseau et ben, là, ça peut être une maman assez atypique, une maman assez originale, une maman, très indépendante, une maman qui peut être aussi coupée, des enfants, une maman, qui peut être fuyante parce que pareil, la vibration Verseau, c'est une vibration d'hiver, du froid, de glace. Donc il peut y avoir, voilà, quelque chose d'assez froid ou de déconnecté sur le plan émotionnel. Avec la vibration balance, là, on va être plus dans une forme de, hem, hem, alors ça peut être, dans le relationnel, quelque chose de l'ordre plus, d'une affectivité, caméléon un peu, où, on va agir pour, se faire aimer, pour, plaire à l'autre. On a plus un côté avec une lune balance possible de, dépendance parce que, la balance, elle a besoin pour se sentir en sécurité d'être en lien avec l'autre. Voilà et voilà et donc avec les signes d'eau et bien là, les signes d'eau, ben, là, on est vraiment au cœur de la matrice, je dirais, avec les vibrations d'eau. Donc là, on est dans de l'intensité émotionnelle, il peut y avoir de l'angoisse émotionnelle, il peut y avoir quelque chose de l'ordre de la vulnérabilité, du sentiment de vulnérabilité. Et donc avec la vibration Cancer, une lune Cancer, bah, soit c'est le summum du top, comme un peu avec la lune Taureau ou avec la lune Lion, de la sécurité affective, de la confiance en l'autre, du cocon, versus, de la peur d'être abandonné, un grand sentiment de vulnérabilité émotionnelle, le Cancer, c'est un peu le petit Scorpion qui va piquer quand il se sent en insécurité. Donc, des lunes Cancer, ça peut être aussi des personnes qui ont ressenti leur maman comme étant une maman qui pouvait un peu piquer aussi, hein. Voilà, dans sa manière d'être en relation ou qui peut être un peu dans la culpabilisation affective aussi. Une maman qui pouvait être dans la culpabilisation affective, dans le chantage affectif. Il y a un côté un peu puéril dans la vibration Cancer, un peu enfantin, infantile. Avec, la vibration Scorpion, ben, là, on en a parlé tout à l'heure en évoquant la nouvelle lune Scorpion, hein, dans l'ombre du Scorpion, bah, du coup, ça peut être, un attachement qui peut être très insécure, très angoissé, avec, ou alors ça peut être une forme, enfin et ou ça peut être une forme de fusion materno-fœtale où, voilà, on est complètement vampirisé par la mère. Et il y a pas d'espace pour, pouvoir être soi ou ressentir, où on peut, porter en soi les angoisses maternelles. Voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Comme aussi, encore une fois, amener de la lumière toujours. Je ne l'ai pas fait pour chaque signe, mais bon, voilà. Par exemple, avec le Scorpion, ça pourrait être avoir une maman, très intuitive, très, très connectée, une maman sorcière au sens, noble du terme, qui nous éveille sur ce chemin-là, justement. Maman initiatrice, à cet endroit-là et avec, une lune Poisson et ben, il peut y avoir une forme de confusion, de flou. Il peut y avoir une forme de fuite, donc une forme d'attachement fuyant, pourquoi pas? Parce que, le Poisson, il a du mal à s'engager, il est beaucoup dans la fuite et ou il peut y avoir aussi le sentiment pour une personne qui a une lune Poisson, qu'elle a dû à un moment, cette personne, ou qu'elle s'est mise dans un costume de sauveur, sauveuse de sa maman. Les lunes Poisson, ça peut être des personnes qui étaient le sauveur ou la sauveuse de maman.
Voilà un petit peu, ce qui peut, si ça résonne pour vous, heu, voilà, vous amener quelques pistes de compréhension de comment est-ce que, votre attachement de base, votre sécurité de base a pu se construire. Encore une fois, si pour vous, les schémas, d'insécurité relationnelle résonnent, parce que c'est pas nécessairement le cas, hein. On peut avoir, encore une fois, une lune Scorpion, une lune Verseau, et être tout à fait en sécurité, affective et avoir des schémas relationnels très sains et très sereins, hein. Et voilà ce que ça peut un petit peu, dire selon ma lecture, qui n'est que la mienne et qui n'est absolument pas exhaustive parce que, voilà, c'est quelques petites pistes. Voilà ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui. Bien